Bonjour à tous. Merci beaucoup David d'avoir accepté de présenter ton papier sur un sujet qui nous intéresse beaucoup donc sur les NK et la régulation des CD8 via l'AXPD1 PDL1 euh, dans les toxicités de l'immunothérapie. C'est des sujets qui nous sont tous chers ici puisqu'on a donc un public qui va être composé de spécialistes des maladies auto-immunes, d'oncologues, d'immunologistes qui font un petit peu tout le lien entre tout ça. Je coacherai avec François-Xavier Danlos, qui est interniste qui travaille à Gustave Roussy, qui est donc, très impliqué dans la recherche sur les toxicités de l'immunothérapie. Ok. Mhm. Donc pour te présenter, je t'ai connu il y a de nombreuses années quand on faisait un double cursus médecine sciences tous les deux à Paris. Et donc tu as eu une super carrière aux États-Unis où tu es parti très tôt pendant les études de médecine, si je me rappelle bien. Et tu es ensuite passé par différents endroits qui font principalement du lymphocyte T. Et donc maintenant tu es à l'Université de Chicago. C'est ça. Je peux te laisser Ouais. terminer peut-être la fin de la présentation et du parcours. Oui, tu veux que je... Oui, oui, bah, du coup, ça fait 3 ans que je suis à Chicago. J'ai commencé mon labo ici. Donc, j'ai fini quand même les études de médecine. J'ai fait Anapat. Donc, je les ai fini ici, aux États-Unis. Et de ce qui m'a permis de faire surtout une activité de recherche maintenant. Donc, je suis à plus de 99% de recherche. Il n'y a plus trop de cliniques pour le moment. Mais bon, après, ça, dans une carrière, ça monte et ça descend, quoi. Ok, bah, merci de m'avoir invité. Je suis très content de discuter de tout ça avec vous. Euh, Donc effectivement, on va parler de ce papier aujourd'hui, mais on va aussi essayer de l'élargir. Donc ça va être pas mal de l'immuno. J'espère que l'immuno ne va pas être trop intense. Vous m'arrêtez s'il y a des questions au On cours. a un public assez averti en immuno, hein. La plupart des gens Ok, qui viennent ici ok, très bien. savent ce que c'est Parce qu'un que c'est RCD8, PD1, PDL1. APK, PD-1, PD-L1, voilà, et même l'immuno un peu plus avancé aussi en termes de technique. La plupart Parfait. des gens savent, mais et de toute façon, Ok, il y aura une discussion qui est prévue longue après, voilà. ok. Bah, la discussion, on peut aussi la garder au milieu. Arrêtez-moi. Il n'y a vraiment pas de problème. Ok, donc on va parler de ce papier. Et ça, c'est vraiment les. Donc le papier, je vais quand même dire, c'est quand même Sam, donc qui est ici la première auteure, et Laurent ici, qui sont vraiment les leaders. Laurent, c'était un Breton aussi. Il est passé par le Canada et puis maintenant il est à Brown. Mais ça, c'était vraiment leur projet. Et moi et Yann, on a commencé à collaborer avec eux. Ben, je vais vous expliquer un peu plus le contexte, mais c'était vraiment surtout sur l'analyse de ces CD8 dans ce contexte-là, pour essayer de les caractériser plus en utilisant du single-cell RNA-seq. Voilà, donc là, on faisait des sortes et des machins, et puis après, on a pris une bonne bière à la fin de l'expérience. Ok, bon, du coup, les objectifs un petit peu du talk d'aujourd'hui, donc on va parler du papier, mais je voulais aussi élargir un petit peu sur un projet qu'on a en cours qui va commencer. On est en train de finir les papiers. Il y aura pas mal de papiers, mais c'est en gros sur essayer de comprendre l'hétérogénéité de tous les lymphocytes. Donc, je vais revenir là-dessus en utilisant single cell RNA-seq. On va discuter de l'immunologie des glandes salivaires, qui est quand même assez différente d'autres tissus. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, avec ces études-là, on voit, je vais vous montrer un petit peu des points intéressants. Et puis, on va parler, bien sûr, des toxicités après immune checkpoint inhibitors, ce que les Anglais appellent les IRIS, notamment dans les glandes salivaires. Ça vous va? 3 objectifs. Euh, donc, ok, on va commencer par ouvrir très large. En fait, l'analyse de single cell CD8 que j'avais fait avec eux, en fait, c'était inscrit au départ dans un truc beaucoup plus large qu'on avait commencé. C'est une grande collaboration avec beaucoup de labos. Je vais vous montrer la liste après. Mais le but, en fait, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi toute l'hétérogénéité des lymphocytes qui existent chez la souris, pas chez l'humain, en tout cas pas encore. Et
vous savez qu'il y a quand même beaucoup d'efforts de Human Cell Atlas ou les trucs comme ça, mais en fait, la plupart d'entre eux sont faits comme dans des tissus qui sont normaux. Du coup, regarder le système immunitaire dans des patients qui sont pas malades, c'est pas très intéressant, on voit pas grand-chose. Et pour vraiment comprendre tous les différents subsets et les sous-populations de lymphocytés, il faut vraiment regarder dans différents tissus, des infections, des cancers, etc. En 2025, si on veut poser cette question-là, on ne peut plus faire comme on l'a fait dans les 50 dernières années en se disant on va faire de la cytométrie en flux avec quelques marqueurs de surface. Vraiment, la méthode de référence, c'est du single-cell RNA sequencing. Donc, c'est pour ça qu'on a pris ça. Mais on est quand même aussi au courant, enfin, on voulait quand même aussi intégrer un petit peu toute la tradition d'immunologie avec le flow cytométrie en utilisant une technique qui s'appelle CytSeq qui nous permet aussi d'avoir un profil pour chacune de ces cellules. Du coup, on séquence tout l'ARN, tout le transcriptome, mais en fait, on peut aussi séquencer l'expression de 128 protéines. C'est une collaboration sur un grand panel d'anticorps avec BioLegend. Et puis, vous vous doutez, pour les lymphocytés, si on ne regarde pas le TCR, il nous manque quand même une grosse partie pour les comprendre. Et du coup, on faisait aussi le TCR alpha-beta sequencing sur ces cellules-là. Euh, Ça, c'est pour revenir un petit peu sur la justification, même si je viens d'en parler. C'est un petit historique des lymphocytés. Donc, c'est vraiment, ça a commencé dans les années 60, hein, avec la découverte du rôle du thymus par Jack Miller. Et après, en fait, je sais pas, ben, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait à peu près ça fait 60 ans maintenant. En fait, on a pris ces lymphocytés et puis on les a coupés en différentes parties. On a découvert les CD4, les CD8 dans les années 70. Dans les années 80, on a découpé avec les TH1, TH2, on a les gamma delta, dans les 90, les Treg, d'autres lymphocytés non-conventional, donc qui ne reconnaissent pas les class 1, class 2 molecules, les NKT et les MATE. Et après, bah, dans les années 2000, donc les Treg, hein, prix Nobel 2025, et ces cellules-là. Et après, il y en a un paquet d'autres que les gens décrivent dans les papiers aujourd'hui. Ça devient un petit peu difficile de suivre un petit peu tout. Et donc, vraiment, la question d'aujourd'hui, c'est combien est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il nous en manque beaucoup? Est-ce qu'il y a est-ce que c'est redondant? Est-ce que des gens utilisent le même nom pour des noms différents pour des choses similaires? Et est-ce qu'on peut essayer de synthétiser tout ça? Une sorte de méta-analyse donc pour faire ça, il fallait vraiment regarder les lymphocytés un peu partout. Et ça, c'était une grosse collaboration. Ce n'est pas un labo qui peut faire ça vraiment aujourd'hui, hein. Donc on a lancé une grosse collaboration avec 41 labos. Il y avait une centaine de participants. Donc il y avait pas mal quand même aux États-Unis. Ça, c'est biaisé, mais il y en avait un petit peu en France aussi. On a travaillé pas mal avec IMGT à Montpellier qui sont très forts sur les séquençages de TCR, puis d'autres personnes en Suisse. Et, euh, et, oui, à Lyon. Oui, non, à Grenoble, pardon, à Grenoble. Voilà. Donc, pour vous donner un petit peu une idée je bouge un petit peu parce que vos visages, de temps en temps, bloquent le texte. Mais pour vous donner un petit peu une idée des échantillons qu'on a séquencés, donc on a essayé d'être assez exhaustif, le plus exhaustif possible. Donc, la définition des lymphocytés, quand on les a séquencés, c'était vraiment juste des cellules qui expriment le CD3. Et on a regardé là, j'ai organisé un peu comme on organise en médecine, donc un petit peu les organes, donc la rate et enfin les secondary lymphoid organs, primary lymphoid organs, donc la rate, les ganglions, là c'est le cerveau, la moelle épinière, tout ce qui se passe en ORL, les poumons, le côlon et l'intestin grêle, la peau, et puis bon, tous les autres organes ici, mais bon, j'ai pas mis toute la liste. Et puis après, on a organisé un petit peu sur les sortes de grosses catégories de maladies. Donc, il y a l'état basal, donc enfin, on n'est pas malade, mais il y a quand même des différences physiologiques, que ce soit le sexe ou comment on appelle ça, aging, la différenciation. Et après, on a des modèles d'allergie, d'auto-immunité, de maladies inflammatoires, d'infections bactériennes, virales, parasitiques, des fongiques, des tumeurs et de la transplantation. Oui, un paquet. Donc, dans le cas du papier d'aujourd'hui, c'était vraiment regarder dans la glande salivaire, dans un contexte de PD-1 de KO, donc c'est un contexte d'auto-immunité. Bon, et avec eux, on a aussi regardé d'ailleurs MCMV. euh, ah oui, non, non, MCMV, c'était pas dans la glande salivaire, c'est pour ça. Mais on a regardé aussi MCMV, mais c'était plutôt dans la spleen et dans le foie. Euh, voilà.
Ok, donc maintenant, en fait, je vais vous montrer un petit peu c'est quoi la solution, la solution d'ensemble qu'on a des lymphocytes. C'est celle-là. Donc là, je fais défiler sur la même map, en fait, chaque échantillon et tous les lymphocytes, comment ils bougent. Donc ça va tourner pendant un petit longtemps. Et en fait, ça, c'est toute l'hétérogénéité qu'on décrit à travers tous ces échantillons. Alors, c'est assez intéressant comment ça s'organise, parce que finalement, l'organisation, c'est pas du tout par tissu ou par maladie ou quoi que ce soit. En fait, ça reste quand même par état cellulaire. Donc les grosses différences, c'est les CD4 sont là en bleu, les CD8 sont ici en orange, les Treg sont les lymphocytes régulateurs sont ici en rose. Et en fait, ce qu'on se rend compte qui était quand même assez surprenant pour moi, c'est que c'est vrai qu'en immunologie, on parle beaucoup de ces trois types cellulaires, et vraiment surtout des CD4, CD8. Mais en fait, il y a quand même un tiers des cellules ici, quand on séquence, qui sont ni l'une ni l'autre. Donc, c'est quand même un gros paquet de cellules qui sont potentiellement très importantes pour les maladies et essayer de creuser un petit peu plus. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui creusent, hein, mais je pense qu'en tant que communauté, on creuse peut-être pas suffisamment dedans. Et en fait, ce gros paquet de tiers de cellules, il y a les lymphocytes les gamma delta, ça, on s'en rend compte. On a les CD8 alpha alpha qu'on trouve normalement dans l'épithélium, enfin qu'on trouve beaucoup dans les épithéliums de l'intestin. Et puis on trouve les cellules que je mentionnais un petit peu, ce que j'appelle les lymphocytes conventionnels, qui sont ceux qui ne sont pas restrictés par les MHC class 1 et class 2 classiques, mais par CD1D ou euh, euh, M- MR1 pour les mates. Donc ça, c'est les NKT et les mate cells. Et puis on a ici deux autres catégories qui sont encore plus énigmatiques, qui sont les double negative T cells, donc les CD4, CD8 double négatifs et les double positifs. Donc ça, on les reconnaît bien dans le thymus, bien sûr, mais en fait, on les trouve un petit peu partout dans les tissus. Et d'où est-ce que ces cellules viennent, qu'est-ce qu'elles font, ça, c'est quand même assez peu clair. Donc on va pas parler de ça aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur les CD8. Euh, et, euh, et je voulais vous dire, oui, du coup, ce que je disais ici, c'est donc ça illustre le site-seq dans les data, dans les données. Et comme je disais, en fait, les grandes lignées cellulaires des lymphocytes c'est vraiment ce qui ressort au début. Donc, on a les gamma delta. Donc là, on regarde TCR bêta et gamma delta, CD4, CD8 bêta, CD8 alpha et N bêta. Donc ça, c'est du site-seq. C'est quand même extraordinaire le site-seq parce que ça ressemble comme beaucoup à la cytométrie en flux. Euh, et c'est vraiment, c'est comme la cytométrie en flux, c'est vraiment du single cell. Et pour le coup, par rapport au RNA-seq, en fait, il n'y a pas de problème de sensitivité, c'est-à-dire qu'on a, comme le flow cytométrie, toutes les cellules ont une expression. Donc il y a un problème dans le site-seq, comme la flow cytométrie, de background signal, là, de spécificité du signal, mais il n'y a pas de problème de sensibilité. Ce qui était très, très utile aussi pour nous. Donc les gamma D'accord. delta sont gamma delta positifs. Oui, pardon. Oui. Je peux me permettre une petite question, Ouais. François-Xavier. C'est vraiment impressionnant et c'est massif en termes de données. Combien vous avez processé de cellules en tout? Et ma question, c'est est-ce que vous avez réussi? La deuxième question, c'est comment vous avez fait avec les 41 centres? Est-ce que c'est un labo central ou est-ce que c'est des données que vous avez processées sur les différents endroits avec une méthode standard similaire? Vous êtes accordé entre vous et ensuite vous avez intégré l'ensemble des données? Enfin, c'est impressionnant. Ouais, du coup, on a séquencé, bon, après tous les QC et tout ça, on a 850 000 cellules. Il y en a à peu près un peu plus de 800 échantillons, et c'est à peu près 1000 cellules par échantillon. Bon, Ouais. il y a des réplicas et tout ça dedans. La façon dont on l'a organisé, en fait, c'était une grosse question au début, c'est comment on coordonne ça avec toutes ces équipes. Donc, on a travaillé pendant assez longtemps, enfin pendant 6 mois, un an, sur un protocole qui était stable. Surtout le site-seq, en fait, c'était assez difficile celui-là de le mettre en place. Et en fait, on a une sorte de SOP, un protocole standard. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est déplacé dans tous les labos pour faire l'expérience. Donc, c'est comme ça on a pris l'avion avec les réactifs, où on envoyait les réactifs là-bas et on faisait l'expérience et on revenait avec les cellules qui étaient encapsulées. C'était du 10X Ah ouais, pour faire le c'est montage dans le labo. C'était pas très pratique de se dire qu'on allait faire tout dans un seul labo. L'autre option, c'est d'emmener les gens dans un labo central pour faire tout ça.
mais ça marchait pas trop parce que il y a les problèmes de protocole, de souris, de machin, de trucs. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on l'a fait. Ouais, mais bravo, hein, c'est impressionnant. J'espère que ça, et surtout il faut que ça soit utile pour la communauté. On travaille très fort là-dessus et Ouais. j'espère que je peux vous montrer un petit peu quelques idées là-dessus. Euh, Ok, bah du coup, ok. Donc les gamma, c'est quoi l'autre point non, je crois que c'est tout ce que je veux dire. Bon, si ça revient, je reviendrai plus tard. Donc les gamma delta sont là, ils ont gamma delta. Tous les autres, ils ont TCR bêta, comme on s'y attend. Les CD4 elles sont CD4 positifs, pas de CD8. Les CD8 sont CD8 positifs, alpha et bêta. Les DP, donc c'est ceux-là qui ont les deux, CD4, CD8. Les DN, elles n'ont rien. Et les CD8 alpha, alpha, elles ont CD8 alpha et pas CD8 bêta. Et donc les T-reg, bon, on ne voit pas très bien ici, mais c'est les 4, quoi. On ne voit pas trop avec ces marqueurs la différence. L'autre truc, c'est, comme je vous disais, on a testé les répertoires, et c'est vrai que tous ces lignées cellulaires elles ont des répertoires différents. Il n'y a vraiment pas d'overlap, sauf les exceptions, ce qui ne sont pas étonnantes, hein. C'est entre les CD4 et enfin, les T-cons, les conventional T-cells et les T-reg. Bon, les T-reg, ça reste quand même des CD4, donc il y a un petit peu d'overlap dans le répertoire. Et avec ces non-conventional T-cells, comme les NKT, qui sont aussi, certaines expriment aussi les CD4, hein, on le voit ici, font, et du coup, elles ont un répertoire un peu en commun. Bon, c'est toujours le même répertoire, le même locus de TCR. Donc cette grande image ici, c'est vrai que ça paraît assez impressionnant si je commence à le découper. On se dit, ah, il y a 112 clusters. Et donc ceux-là, ils sont vraiment stables à travers différents échantillons, tissus. Ils sont vraiment stables au niveau du transcriptome et une protéine. En fait, chacun des clusters a une sorte de profil protéine de surface marqueur différent et on utilise ça du coup pour faire de la cytométrie en flux. Mais par contre, quand on y pense, en vrai, c'est pas tant que ça non plus. Si c'est tous les lymphocytes T qui existent, si on se dit en tant que communauté, on est content avec ça, il y en a 112 et on s'arrête. Bon, peut-être ça peut être 113, 115, mais si c'est à peu près par là, ça va. Donc ça, c'est vraiment aussi une histoire, si on veut découper les cellules en tant que cluster ici, qui a c'est assez pratique de découper les datas en cluster parce que c'est plus facile de décrire les données. Mais en fait, ce qu'il faut essayer de comprendre aussi, c'est que tout ça, il y a de la continuité de temps. Et donc, une cellule qui est là, au final, c'est pas très important si elle est CL2 ou CL1, par exemple. Ce qui est vraiment savoir ce qui est l'hétérogénéité, tout ça. L'important, c'est de savoir qu'elle va ici. Et là, je vous décrirai aussi quelques outils qui permettent aux utilisateurs de se dire où sont les cellules ici, qu'elles aient le nom ou au moins qu'on puisse les positionner dans cette carte. Et après, en fait, ces 112, en fait, ça devient un peu plus compréhensible si jamais on commence à découper par lignée. Donc, il y avait quand même 2, 4, 6, 8 lignées différentes. Et dans les CD8, par exemple, en fait, on se retrouve qu'avec 19. Ils ne sont pas tous la même taille, hein. Donc 19, c'est pas non plus impossible à se mettre d'accord dessus. Donc c'est un peu ce qu'on espère. C'est qu'en regardant les CDK, si on dit qu'il y a 21 sous-populations, ou en tout cas états cellulaires, pardon, euh, 19 ici, 7 ici, on pourrait cristalliser ça en tant que communauté. Donc c'est un petit peu l'objectif, présenter ça pour avoir une discussion. Donc aujourd'hui, on va parler des CD8. Et donc, du coup, la question, c'est, bon, sur tous les T-cells, en fait, c'est est-ce qu'on est arrivé à une sorte de saturation? Donc, en fait, ça, c'est toutes les expériences qu'on a faites. On en a fait une centaine. Et c'est combien est-ce que de nouveaux clusters on a découvert au fur et à mesure qu'on séquençait. Donc, évidemment, quand on en découvre beaucoup au début, alors, est-ce qu'on se rend... la question, c'était est-ce que ça va continuer et jamais s'arrêter? Ou est-ce qu'en fait, on arrivait à un plateau? Et si on pense qu'il y a un plateau, est-ce que le plateau, on y est arrivé? Ou est-ce qu'il aurait fallu faire beaucoup plus d'expériences? Et en fait, là, ce qu'on se rend compte, c'est de plus en plus qu'on faisait d'expérience, en fait, à un niveau à peu près des 2 tiers, en fait, on est arrivé à saturation avec ces 112 ici, et que plus on séquence, c'est des trucs différents, des différents cancers, des différentes maladies, etc. On se retrouvait un petit peu sur les mêmes genres le même type de cellules. Donc ça, c'est une sorte de validation, il dit qu'on a vraiment saturé l'espace. Bon, il y a un deuxième truc sur lequel on a bossé pas mal, surtout sur les dernières années, c'est que bon, ça, c'est une validation en quelque sorte interne avec nos data et ce qu'on séquence le plus. Mais après, c'est vrai qu'on n'est pas immune au fait qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, en Afrique du Sud, qui étudie des lymphocytes qui n'ont jamais été vus avant. Et du coup, on travaille pas mal sur, on a bossé pas mal sur prendre des datasets de single cell qui ont été publiés. On peut les télécharger
Et en fait, c'est là où je voulais vous en parler, parce que je pense que c'est très utile pour la communauté en général. C'est qu'en fait, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut prendre des données publiées. Donc, par exemple, dans ce papier-là, vous regardez les CD8 dans l'infection LCMV Clone 13 chronique. Ils ont publié cette image-là dans ce papier. Et en fait, on peut télécharger les données. Et en fait, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut projeter ces cellules-là. Ouais, tiens, hop, attends. Alors, rappelez-vous, ça c'est l'image des CD8, c'est un peu la UMAP à quoi elle ressemble. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut projeter cette image-là. Maintenant, c'est toutes ces cellules dans le truc dans la UMAP de Imgenti. Donc, nos cellules dans le projet sont en gris. Et en fait, tous ces clusters-là, ils peuvent être projetés ici. Souvent, on peut voir la correspondance assez rapidement. Donc, ces bleus-là, elles sont là. Celles-là, elles sont ici. Celles-là, elles sont là. Donc ça, on peut voir un petit peu comment ils les ont appelés. Donc c'est comme ça qu'on se dit qu'on va pouvoir faire une sorte de dictionnaire des synonymes. Donc dans cette étude-là, ils appellent ces cellules effector-like. Sur une autre, avec les cellules qui arrivent ici, quel type de nom ils ont, etc. Bon, l'autre avantage, en fait, qui est hyper utile d'avoir une référence comme ça, c'est qu'en fait, on peut découvrir beaucoup plus de choses. Et ici, je trouve que la UMAP, elle est assez pauvre, en fait. On ne voit pas vraiment de distinction dans ce globe ici. Alors qu'en fait, ces cellules-là ici qui sont marron, en fait, elles sont quand même assez différentes. Et si on les met dans la référence, en fait, celles-là, elles sont très différentes de celles-là ici. Mais en fait, c'est difficile d'avoir un cluster avec ça quand on a peu de cellules. Celles-là, elles sont ici. Donc, ce truc violet, en fait, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ce qu'ils n'avaient pas forcément vu. Euh, voilà. Donc ça, en fait, on va avoir un site internet pour tout le monde pour pouvoir jouer avec ça. Et si vous avez des données, je pense que ça facilite aussi la vie de se dire on n'a pas besoin de réinventer une UMAP et des annotations. Euh, donc on essaie d'avoir un outil assez efficace. Ouais, bon, maintenant, je vais vous parler un petit peu plus des CD8 et qu'est-ce qu'on voit. Donc ça, c'est la UMAP des CD8. Donc ça, c'est fixe, hein. Tout le monde maintenant pourrait utiliser cette représentation exacte dans leur papier quand on séquence les CD8. Ça permettrait à tout le monde d'avoir une sorte de truc en commun. Donc là, on retrouve de la biologie qui est connue depuis très longtemps. Il y a les cellules qui sont plutôt naïves dans ce coin-là, avec CD62L. On se retrouve avec celles qui sont activées, qui expriment CD44 dans ce coin ici. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'actions qui se passent. Et puis il y a celles qui sont double positifs, 44 et CD62L, qu'on verra, mais c'est surtout celles qu'on voit par exemple, ce que j'appelle les central memory en particulier ici. Et donc pour vous donner un petit peu une idée, et ça serait pas mal d'avoir un petit peu vos feedback à un moment ou à un autre, parce que bon, ça fait quand même longtemps que je bosse dessus, donc pour moi c'est assez facile de voir les patterns ici. Mais ce qui est utile, c'est d'avoir une idée, un œil frais sur ces données pour voir si la présentation elle est un peu compréhensible ou pas. Mais je trouve qu'il y a une bonne. Je pense que ce que je propose, c'est pour essayer d'orienter un petit peu où sont les cellules dans quoi, c'est en fait de regarder dans quels échantillons ils viennent. Donc, si on prend une rate d'une souris qui est naïve, pas infectée, donc les cellules arrivent ici, donc les CD62L. Si on prend une infection virale aiguë, les cellules sont très activées, vous savez, elles prolifèrent, elles sont cytotoxiques, elles veulent tuer les cellules. En fait, elles sont là, toutes ici. Donc, ça, c'est les CD8 effecteurs. Et puis, quand on regarde maintenant, une fois que l'infection elle est finie, on a les lymphocytes T mémoire, en fait, dans la rate et les ganglions, ils se retrouvent ici, donc ce que les gens avaient décrit avant, en particulier comme les central memory. Et ouais, si on regarde dans les tissus qui sont non lymphoïdes, je sais pas, comme enfin, n'importe quel tissu, en fait, les poumons, etc., en fait, on se retrouve ici, ce que les gens ont décrit comme les lymphocytes T mémoire résidents. Alors, dans les cancers, il y a quand même, bon, on commence à rentrer un petit peu dans le titre du papier. En fait, bon, les gens ont parlé depuis longtemps des exhausted, ou je ne sais pas comment on dit en français, épuisés, je suppose, T-cells. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Elles arrivent de ce côté-là. Donc, ça donne une sorte d'overview assez rapide. Bon, celles qui prolifèrent, elles sont ici. OK. Donc, maintenant qu'on a une petite idée, je vais vous montrer un petit peu à quoi elles ressemblent dans la salivary gland, puisque le profil il est assez différent. OK. Donc ça, c'est les cellules dans lesquelles elles ressemblent dans la rate, normale. Donc là, je parle d'une souris qui n'est pas infectée, qui n'a rien du tout, hein, normale. Une B6. En fait, dans les poumons, bon, il y en a beaucoup ici, en fait, mais on se retrouve avec des cellules qui sont activées parce qu'on est dans les tissus. Et dans l'intestin et le foie, et en fait, on se retrouve avec de plus en plus de cellules qui sont un petit peu dans ce coin-là, ici.
Mais en fait, dans la glande salivaire, c'est assez étonnant parce qu'en fait, il y a vraiment peu de cellules resting ou naïves, en fait. On dirait que la plupart des cellules, en fait, sont ce qu'on appelle ce cluster 10 qu'on retrouvait avant dans un peu mémoire. Vous voyez, c'est un peu ici les lymphocytes mémoire des tissus, les TRM, ou celles qu'on se retrouve un petit peu dans le cancer qui sont un peu épuisées. On se retrouve un petit peu entre les deux ici. Ça, c'est quand même assez étonnant. Il y a un seul autre tissu que je n'ai pas montré ici qui ressemble à pas mal à ça, c'est le rein. Bizarrement, le rein, il y a beaucoup de ces cellules qui ont l'air d'avoir vu quelque chose, d'avoir vu un antigène à un moment ou à un autre dans leur vie. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Alors qu'en vrai, en théorie, c'est vrai que je m'attendais beaucoup plus à avoir ces cellules-là dans les tissus qui sont de barrière, en fait. Dans l'intestin, où il y a beaucoup de microbes, ou sur la peau. Et en fait, c'est pas tant le cas. Et c'est vrai qu'il y a ces deux échantillons. Bon, après, la salivary gland, il se passe beaucoup de choses dedans, mais le foie, le rein, par exemple, je m'attendais pas du tout. Ok. Donc maintenant, je vais décrire un petit peu, bon, pour vous illustrer un petit peu à comment on peut penser et utiliser ces données. Par exemple, si on fait une expérience, vous faites une expérience et on voit, tiens, il y a beaucoup de lymphocytes ici. Qu'est-ce que c'est que ces lymphocytes? Comment on pourrait les caractériser? Alors, une série de sites web, puis les datas, et puis les papiers. Mais en gros, on peut se dire, OK, qu'est-ce que c'est que ces cellules? Alors, on peut regarder, et là, par exemple, c'était une expérience d'infection LCMV systémique aiguë, donc le Armstrong. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est que ce cluster 10, si on regarde la memory time point, donc une fois que que le virus est parti, à 30 jours ou 60 jours, en fait, toutes les cellules pratiquement qui sont pas dans les organes lymphoïdes sont dans ce cluster 10. Donc, c'est vraiment ce que les gens ont décrit comme les Resident Memory T cells, CD8 ici. Donc, ça donne une sorte d'idée de où est-ce qu'elles sont. Alors après, on peut regarder aussi les surfaces marqueurs par du cytic. Ça, c'est du cytic, hein. Ça ressemble quand même vraiment à du flow. Et on peut voir que ces cellules-là sont CD44 positifs. Et puis, je pense qu'on peut aller directement à la fin ici. Elles sont CD103, CD49A, qui sont des marqueurs assez classiques de TRM. Bon, ce qui était un exercice qu'on aime bien faire dans ces data, c'est qu'en fait, on peut faire une sorte de gating comme on ferait du flow cytometry sorting. On dit, je vais prendre les cellules qui sont là, 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 là et là. Et en fait, à quoi elles ressemblent dans cette UMAP. Et on les retrouve vraiment ici. Donc, c'est assez spécifique. Et donc, ça justifie un petit peu l'idée que on peut pas tous faire des expériences single cell tout le temps. Enfin, personne, vraiment. Ça coûte quand même très cher. Mais par contre, le flow cytometry, on en fait tous. Et du coup, si on veut dire, on veut explorer les cellules qui sont dans cette région-là de l'hétérogénéité des CD8, on peut utiliser cette gating strategy qui est faisable demain, quoi. Ça coûte pas cher, ça. Ok, donc ça, on peut regarder donc les surfaces marqueurs. Et après, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment des TRM only? Donc, TRM, c'est vraiment la définition, c'est des lymphocytes mémoire, hein, donc ils sont antigènes spécifiques. Par exemple, dans le cas de LCMV contre le LCMV, une fois que l'infection est clear, donc il n'y a plus d'antigènes, et qui sont pas dans les ganglions, par exemple dans la salivary gland ou dans, dans le, dans le rein, etc. Et donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup, ces cellules-là, on les retrouve dans beaucoup d'infections, en fait. Ça peut être dans le poumon pendant la grippe, la tuberculose, MCMV dans le foie, la toxoplasmose dans le cerveau, etc. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on en voit aussi quand même pas mal dans le contexte des tumeurs, donc ce qui était assez étonnant. Mais je crois qu'il y a pas mal de papiers qui essaient de faire un peu un lien maintenant entre les TRM et les cellules exocytes qu'on voit dans les tumeurs. Alors, je ne sais pas faire de un lien directement. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que les CDL de CL10, c'est un petit peu réducteur de dire qu'elles sont tous TRM. Ce qu'on peut dire, c'est que les TRM tombent dedans. Mais il n'y a pas que, il y a aussi des cellules qu'on trouve dans d'autres conditions, comme les tumeurs et les infections chroniques. Alors, ceci dit, je vais faire un petit peu le point sur ces TRM. En fait, c'est quand même assez intéressant. Il y a d'autres personnes qui font c'est où est-ce qu'elles sont? Elles sont ici, là, les cluster 10. Et en fait, celles dans le cancer, donc ça, c'est le mélanome, le B16. En fait, il y a beaucoup de cellules qui s'accumulent ici. Le CL10 et CL11, ouais, c'est vraiment les cellules que les gens ont décrit comme étant exhausted, terminally exhausted, etc. Elles expriment beaucoup de PD-1, TIGIT, TOX, etc. Et en fait, c'est marrant que ces cellules-là sont quand même assez proches et qu'on les trouve aussi dans le contexte de tumeur. Alors ici, je montre le profil d'expression des gènes.
Donc c'est CL10 ici versus celui-là ou celui-là. Donc, 7 il est ici, 11. Donc là, c'est tous les gènes. Et c'est vrai que le 10 et le 7 sont quand même très similaires, mais en fait, les gènes qui sont assez différents, c'est PD1, TIGIT, comme on pourrait s'y attendre. Mais par contre, elles sont beaucoup plus différentes avec celles qui sont ici, donc c'est un peu plus éloigné. Et là, on se retrouve avec vraiment les gros classiques des cellules exorciques, avec PD1, TOX, LAG3, TIGIT, GITR, etc. Mais il y a une sorte de proximité phénotypique, transcriptionnelle de ces cellules. OK. OK, attendez, je suis en train de voir juste un truc là. OK, ouais. Donc là, j'ai une sorte de conclusion sur cette partie. Euh, donc, bon, il y a toute la partie Imgenti, mais en fait, sur les CD8 dans la glande salivaire, c'est quand même différent de celles qu'on voit dans les tissus. Elles sont enrichies dans ce cluster qu'on appelle cluster 10, qui sont normalement trouvés dans les infections, dans les non-lymphoid organs, donc les TRM, ou dans le contexte de cancer et d'infection chronique. C'est quand même assez étonnant hein, pour une souris qui est complètement naïve, qui n'a rien vu. Bon, encore une fois, si une souris, elles sont dans le cage, elles sont protégées d'infection, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de virus qui se baladent, qui sont opportunistes, etc. Euh, et après, bon, là, on fait un lien un peu pour après. En fait, c'est que ces cellules, elles expriment PD-1 et puis d'autres checkpoint blockade. Et puis, je voulais discuter un petit peu avec vous et vous présenter Imgenti. Donc, c'est un atlas qui va être. Bon, les datas sont déjà publiques, hein, sont sur GEO, si vous le creusez, les télécharger. Mais on a aussi une série de sites web pour commencer à regarder. Et puis, il y a d'autres trucs qui vont venir au fur et à mesure. Là, on essaie de finir ça. Donc, il y a un site web ici qui s'appelle Imgenti. J'ai mis l'adresse ici. Pour ceux qui connaissent InGen, en fait, c'était un projet dans InGen que mon labo avait coordonné, enfin, toujours en train de coordonner. Et en fait, ici, si on clique sur les petits trucs ici, More Detail, on se retrouve avec une page ici où on peut cliquer sur le cluster, ça nous dit dans quel organe on les trouve. Donc là, poumon, salivary gland, machin chose, avec les échantillons dans lesquels on retrouve le plus, et un peu c'est quoi les gènes qui sont spécifiques. Je pense que ça peut permettre assez rapidement d'avoir une idée de qu'est-ce qui se passe, qui est quoi. Et on a d'autres sites pour explorer les étapes. Ok, bon, c'est parti, c'est fini pour cette partie. Et après, je reviens sur le papier là. Euh, si vous avez des questions sur maintenant, on peut le faire après aussi, hein, si vous voulez. J'ai une petite question sur le Ouais. modèle. C'est toujours Ouais. François-Xavier. Je suis pas du tout familier des analyses sur les souris, mais parce que vous avez des souris d'espèces différentes, et est-ce que si c'est le cas, est-ce que ça a entraîné des clusters spécifiques à certaines espèces de maïs? Ouais, alors là, on voulait pas trop rentrer là-dedans. Ouais, Donc, on a fait exprès en fait de rester dans la souris B6 ok. euh, Ok. spécifiquement. Ok. C'est bien. Le seul exception qu'on a faite, c'est qu'on voulait séquencer les cellules dans type 1 diabetes, dans le diabète de type 1. Du coup, on a pris les souris Enodi. Mais Merci. après, c'est vrai qu'il y a plein d'autres souches de souris qui ont un système immunitaire un petit peu différent. Et on se demandait si ça vaut le coup d'aller dans ces différentes directions. C'est vrai qu'il y a des souris qui ont des. euh, Peut-être qu'on ira là-dessus. Elle n'est pas très très chaude. Bon, la B6, c'est quand même celle que tout le monde utilise le plus. Ouais, ok. C'est vrai qu'elles ont un biais particulier d'immunologie. Alors, les Balbsirs sont peut-être un petit peu moins, un peu plus TH2, des trucs comme ça. Je crois que vraiment le projet, on l'imagine plus maintenant. Enfin, en tout cas, moi, je suis un peu plus excité, pas trop regarder dans ces autres souches de souris, mais essayer de voir le lien avec le système immunitaire humain. Hmm. Euh, et est-ce qu'il y a une correspondance? C'est quoi les différences, etc. Mais c'est une bonne question et je pense qu'on devrait faire un petit peu de ça. On en fera. Ça, c'est important de voir ça. Il y a d'autres questions de l'audience sur la première partie qui est effectivement très impressionnante, hein. C'est vraiment un énorme travail très utile, surtout pour la communauté, hein, de décrire aussi bien ces clusters et d'avoir cet outil de projection qui permet de faire gagner du temps sur la notation et tout ça. C'est vraiment super. N'hésitez pas à lever la main ou à poser des questions si vous le souhaitez. J'en vois pas, donc on va continuer, Continue. Ah, attaquer si, il y a la suite. Nicolas. Vas-y, Oui, Vas-y, bonjour, Nicolas. vas-y. bonjour, merci pour ce talk. Moi, j'ai une question concernant l'âge Ouais. voilà, là, le vieillissement, les différentes séquences de la vie, etc.
Oui, alors la plupart des expériences, ça fait partie du SOP, donc il y avait des maladies, etc. On essayait de garder les souris, donc c'était toujours mâle et femelle, hein, mâle et femelle déjà, mais elles ont entre 6 et 8, ouais, 6 et 8 semaines, donc assez jeunes. Et après, on a fait des expériences assez spécifiques pour regarder le vieillissement. Donc on a été jusqu'à à 2 ans, il y a même des souris qui sont mortes parce qu'elles étaient trop vieilles. Et on a regardé ça que dans le spleen. Et c'est vrai qu'il y a des grosses différences. C'est vrai qu'on se retrouve avec de moins en moins de cellules qui sont un peu naïves, beaucoup plus, par exemple, dans les CD8, un peu ce qu'on voit chez l'humain aussi, en fait, hein. Beaucoup plus mémoire et tout ça. Et est-ce qu'il y a des biais dus à une éventuelle hématopoïèse clonale ou ce genre de choses? Alors, il y a de la clonal expansion, oui, ça c'est sûr. L'hématopoïèse clonale dans les lymphocytes T, c'est quand même assez moins évident que dans les cellules myéloïdes, de ce que je me souviens, même chez l'humain. Euh, mais c'est vrai qu'on voit, non, il y a de la prolifération clonale, ça on le voit par le TCR. Après, est-ce qu'il y a des mutations au niveau du génome? Ça, on n'a pas regardé. C'est vrai que si c'est des questions qui t'intéressent, on peut te donner les datas. Est-ce que c'est du single cell RNA-seq? Donc on peut regarder les mutations si on en voit là-dedans. Je ne sais pas si les clonases, ça existe ça chez la souris? Les gens ils utilisent, ils étudient chip dans la souris? Elle vit assez longtemps pour avoir ça. Bah justement, c'est le problème de les garder assez longtemps pour ça. Et j'ai pas vraiment de connaissances. Moi, je fais ça chez l'homme surtout, mais Ouais. Ça donc ça vaudrait fait le coup ma question de savoir si ça justement ça pouvait s'observer dans un modèle pour murin. la souris. Bah, on voit de la prolifération clonale et lymphocytée, ça c'est sûr, mais après, bah, ça vaudrait le coup de regarder, hein. En théorie, on séquence le 5'. Est-ce qu'il y a des mutations somatiques qui sont accumulées là-dedans? Ça pourrait être intéressant. Je Parce tenais qu'à qu'on ça. en voit chez l'homme, on en voit dans les NK et on peut en voir dans les T Ouais, et dans ouais. les B, mais à beaucoup plus faible fréquence que évidemment les myéloïdes. Mais bon, voilà quoi. Ouais, et puis il y a des lymphomes, il y a Et des évidemment, ouais, lymphomes, les c'est un peu pathologies. ça. Ouais, non, c'est une très bonne question. Merci. Bah écoute, si ça t'intéresse, je peux te donner les datas et puis on peut y Merci réfléchir. beaucoup. Ok, bon, on arrive sur les NK qui contrôlent le CD8 dans la glande salivaire. Ok, alors une petite intro sur ça. Bon, peut-être vous en connaissez sûrement plus que moi. En tout cas, vous les voyez peut-être plus que cliniquement. Donc c'est vraiment les ICI, donc c'est Immune Checkpoint Blockade Inhibitors. C'est quand même une révolution dans le cancer, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'effets indésirables. Donc ça dépend des études, mais c'est vrai qu'il y en a qui décrivent jusqu'à 90% des patients ont des effets indésirables. Donc là, je sais pas, j'ai mis 2 références si ça vous intéresse. Je crois qu'il y en a une qui vient de pas loin de chez vous, qui était pas mal. Et donc, c'est le pire avec les anti-CTLA-4. Et du coup, les gens l'utilisent de moins en moins, d'après ce que je comprends. Après, c'est anti-PD-1, l'anti-PD-L1. Les combinaisons sont pires, parce qu'on peut 2 à 4 fois plus de risques. Donc, le profil est quand même assez intéressant. En fonction de la drogue, c'est un petit peu différent, mais aussi en fonction du cancer. Mais en fonction de donc, les anti-CTLA-4, c'est surtout dans le gut et la peau. Et on voit plus dans le poumon et les thyroïdes, par exemple, avec PD-1, PD-L1. Là, n'hésitez pas à me corriger si je dis des erreurs, si je fais des erreurs. Après, bon, il y a des toxicités qui sont aiguës, mais en fait, c'est aussi un gros problème, c'est quand elles deviennent chroniques. Euh, la plupart sont à low grade et on peut les gérer avec des corticostéroïdes ou juste arrêter la drogue. Bon, ça a quand même 2 problèmes, c'est que si on arrête ce traitement, bah, du coup, c'est quand même dommage de ne pas traiter le cancer avec ça à cause de ça. Et puis, il peut être quand même assez sévère, dans à peu près 10%, et même fatal. Et donc, c'est fatal, surtout dans les situations où ça attaque le cœur, les myocardites, les pneumonites, les encéphalites, et puis certains cas de myasthénie. Bon, alors après, est-ce qu'on voit, là, peut-être vous pouvez me dire un peu plus, c'est les attaques de la glande salivaire sont quand même beaucoup plus rares, ça va être d'être moins de 1% des cas. Je sais pas si c'est vrai. En fait, c'est pas beaucoup recherché, en fait. On essaie de travailler là-dessus, mais probablement que c'est sous-diagnostiqué de manière très, Ouais, très c'est ça, large. hein. Et justement, nous, on s'intéresse particulièrement à ce genre de combinaison et d'effets secondaires. Et on a créé une filière avec Gustavo aussi et nos collègues qui font de la cancéro pour voir ces patients et les biopsier. Et donc, on essaie de constituer des cohortes de tissus et pour l'instant, c'est que Ok, tissus là-dessus. Donc, c'est des choses qu'on essaie de sur voir. lesquelles et on pense probablement et on aimerait
développer des outils pour les détecter plus de manière systématique, parce que c'est des questions qui sont pas très posées, je pense, aux patients, parce que c'est Non. pas des trucs qui sont forcément reconnus comme très graves. Voilà, ça peut être quand même assez handicapant, quoi. Donc, je pense que c'est Ah oui, sous-développé. non, complètement. Non, c'est un vrai problème. Ok. Bon, et du coup, il y a quand même 3 questions, en tout cas, qui nous motivent dans le labo. Bon, c'est quoi les mécanismes? On sait que c'est induit par la drogue, mais c'est quoi le mécanisme immunologique précis? Vraiment, les vraies questions cliniques, c'est est-ce qu'on peut, en comprenant ces mécanismes, est-ce qu'on peut les bloquer sans affecter l'immunité antitumorale? Et puis, je crois qu'il y a une autre question aussi, moi, qui me motive assez pas mal, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces patients et ce contexte-là comme une sorte de modèle expérimental des maladies auto-immunes? Et est-ce que ça nous donne des informations pour comprendre les maladies auto-immunes plutôt spontanées? Donc, est-ce que ce Zika ici est similaire de Sjogren, par exemple? Ou est-ce que les colitis sont similaires de IBD? Oui, dans quel contexte? OK. Bon, alors là, on rentre maintenant dans la glande salivaire. Donc, on a quand même discuté un petit peu. C'est un tissu qui a l'air assez étrange d'une façon de point de vue immunologique. C'est vrai qu'à l'état de base, il y a quand même bon, il y a des cellules immunitaires, mais 80% sont des NK. Donc, j'ai envie de dire, dans le papier, ils ne font pas trop la différence entre les NK et les ALC. Donc, je veux dire, je- il faut vraiment les comprendre en l'un ou l'autre. Bon, le fil a l'air plutôt de penser que les ALC sont plutôt tissue resident et les NK sont plutôt circulants. Après, c'est pas ma spécialité, mais c'est comme ça que j'y pense. Et donc, il y a un peu quand même de lymphocytes aussi, à peu près 10%. On a vu à l'état de base, sont surtout, en fait, pas des cellules naïves qui ont l'air de se balader, c'est des cellules qui ont l'air d'être plutôt résidentes dans le tissu, un peu activées. C'est notre cluster CL10. Donc ça, c'est un peu une observation. Bon, il y avait aussi une autre observation intéressante dans ce papier, c'est qu'en fait, les cellules B6 sont assez résistantes à l'auto-immunité en général. C'est très difficile d'induire de l'auto-immunité dans ces souris. C'est pour ça que les gens utilisent Nodi, par exemple, dans le diabète, etc. Et notamment, si on essaie juste d'injecter PD-1, c'est quand même assez difficile d'avoir des effets indésirables. Euh, et, euh, et en fait, ce qui est assez étonnant, du coup, c'est de voir que dans la PD-1 knockout, en fait, donc Sam, elle avait observé qu'il y a une grosse augmentation de CD8, donc plus de 10 fois. Et on passe de quelques dizaines, quelques milliers de cellules à quelques dizaines de milliers de cellules dans le contexte de PD-1 knockout. Ça, c'est une observation qui était un peu étonnante et qu'on ne voit pas ailleurs. On voit un petit peu dans le foie et dans le rein. Alors, le rein, c'est assez intéressant parce que c'est un peu le même phénomène que je vous disais avant dans les glandes salivaires. Il y a beaucoup de clusters CL10 ici, alors qu'il n'y en a pas du tout dans ceux-là. Donc, je pense qu'il doit y avoir une corrélation, mais après, on n'a pas regardé. Et une fois qu'ils ont vu ça dans le PD-1 knockout, ils se sont dit, bah, tiens, est-ce qu'on peut reproduire ça dans, une souris B6 normale en faisant anti-PD-L1? Donc là, c'était quand même 2 fois par semaine pendant un mois. Et au bout d'un mois, il y a une sorte de phénotype, en tout cas par flow cytometry, où il y a beaucoup de CD8 qui s'accumulent. Ouais, plus. Après, du coup, la question, elle vient, bah, qui exprime PD-1 dans ce contexte? Donc ça, c'est vraiment les CD8. Et donc les CD8 qui expriment PD-1, en fait, c'est quand on regarde dans différents tissus, c'est assez spécifique de la glande salivaire, apparemment du rein aussi, et qui exprime le ligand. Et en fait, les ligands, il a l'air dans la glande salivaire. Puis, bon, faut se rappeler qu'il y a 80% des cellules immunitaires qui sont des NK dans la glande salivaire. Et en fait, les NK, ce sont elles qui expriment, elles expriment PD-L1. Donc, c'est vrai que l'hypothèse, à partir de là, elle est quand même assez simple. C'est si est-ce que les NK qui expriment PD-L1 sont capables de bloquer les CD8 dans la glande salivaire? Et c'est pour ça, en fait, que dans une souris normale, c'est un des mécanismes de tolérance, c'est qu'on n'a pas de maladie auto-immune des glandes salivaires. Donc ça, c'était vraiment la question. Et du coup, l'hypothèse, c'est est-ce que les NK contrôlent les CD8? Voilà, on peut s'imaginer qu'on peut faire des expériences où on enlève les NK, donc des pertes de fonction, 2 techniques différentes. Soit on fait les anti-NK 1.1 dans la souris, on déplaît des NK, et en fait, ce qu'il voit, c'est qu'il y a une augmentation des CD8 dans la glande salivaire. Et donc, il y a une autre méthode génétique
c'est pas mal pour complémenter, qui peut utiliser les diphtheriatoxines, qui qui tue toutes les cellules qui expriment NCR1, donc les NK. Et là, dans ce contexte-là, on a aussi plus de CD8 dans les glandes salivaires. Donc c'est clair que les NK sont nécessaires pour contrôler l'homéostasie des CD8 dans les glandes salivaires. Alors après, la question c'est, est-ce que tout ça, ça passe par PD-L1? Donc la meilleure possibilité, la meilleure expérience qu'on puisse faire, c'est en fait enlever PD-L1 spécifiquement dans les NK et voir si ça a un effet sur les CD8. Donc ça, on peut faire dans la souris assez facilement. NCR1 Cree, donc ça c'est les NK, on enlève PD-L1, boum, en bleu. Et dans ces souris dans lesquelles on enlève PD-L1, mais seulement dans les dans les NK, là on se rend compte qu'il y a aussi une augmentation des CD8. Donc, je pense que ça prouve que les PD-L1, l'expression dans les NK, est importante pour contrôler les CD8 dans la glande salivaire. Alors, après le papier continue, c'est là où ça rejoignit un petit peu plus l'objectif d'IMGNT, c'est comment est-ce qu'on caractérise ces CD8 qui sont dans ce contexte, qui sont unleashed en fait, dans ce contexte de anti-PD-L1 ou de PD-1 knockout. Ouais, c'était assez intéressant. Ça, c'est ce qu'on a dit, les CD8 dans la glande salivaire à l'état normal sont dans ce contexte-là. Et en fait, quand on les pousse dans le PD-1 knockout, ils bougent un petit peu et ils se retrouvent plus dans ce contexte de CL10 qui, quand vous vous souvenez, on retrouve plus normalement dans le contexte de cancer, un petit peu peut-être épuisé ou quelque chose comme ça. Alors là, je rappelle qu'il n'y a pas de cancer, hein, mais plutôt dans la maladie auto-immune. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on commence à faire un lien aussi entre maladie auto-immune, où il y a un antigène qui est présent de façon chronique, et un cancer, et il y a une sorte d'état cellulaire qui essaye de limiter l'activation des cellules. Alors, on va parler maintenant peut-être un peu plus de CL7, donc qui s'accumule dans ces PD-1 knockout. Et donc là, on voit qu'on les trouve en fait pas mal dans les tumeurs, ici, et on les trouve ailleurs, notamment dans les infections, c'est comme ça qu'on les avait vus avant. Et par rapport aux cellules qu'on voit à l'état de basal dans la glande salivaire, en fait, elles sont assez similaires. Mais les gènes qui sont up-régulés, donc c'est PD-1, alors ce qui est marrant dans une PD-1 knockout, mais ça montre qu'il y a un feedback négatif, même si PD-1 il ne fait pas une protéine, il y a quand même une surexpression du transcrit. Et il y a d'autres protéines comme TIGIT. Et puis aussi, alors là, on pourrait se dire, ah ben c'est marrant, elles essaient quand même d'être épuisées ou exhausted ou je ne sais pas quoi. Mais il faut faire attention avec ce genre de narratif, parce que les cellules, en fait, elles expriment aussi beaucoup de granzyme K, granzyme B, CCL, etc. Donc, elles ont l'air quand même assez, potentiellement, elles peuvent être cytotoxiques. Et le truc, c'est qu'elles sont clonally expanded, donc elles prolifèrent, hein. Elles voient un antigène et elles prolifèrent. Donc une cellule épuisée, on imagine normalement qu'elle fait rien, elle est un peu énergique, mais non, non, non. Là, c'est pas des cellules épuisées, d'après moi, c'est des cellules qui sont capables de proliférer. Elles prolifèrent de façon clonale. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'on peut prendre deux souris différentes. Et donc là, c'est un clone en particulier avec le alpha chain et beta chain ici. Et c'est assez étonnant, mais il y a deux souris qui avaient exactement le même clone au niveau de la protéine, pas de l'aminoacide, mais une sorte de convergence d'évolution sur cette séquence d'aminoacides. Et bon, ça, c'est quand même très restrictif. Et en général, on ne voit jamais de clones, enfin très rarement des clones qui sont partagés entre souris. Et du coup, il y a une autre analyse qui est assez intéressante à faire, c'est en fait de regarder, de faire des sortes de familles de TCR en fonction de comment est-ce qu'elles sont proches au niveau de la séquence d'aminoacides des CDR3. Et en fait, quand on fait ça, on se retrouve qu'il y a des familles de cellules qui sont clonally expanded, qui ont un TCR qui sont assez proches. Et du coup, l'hypothèse, c'est qu'elles reconnaissent un antigène assez particulier. Donc ça a été validé dans d'autres papiers, dans le contexte de virus, etc. Mais donc l'idée, c'est qu'il y a maintenant, il y a des familles de TCR dans ces souris-là qui prolifèrent. Ce n'est pas exactement le même TCR, mais potentiellement, c'est le même antigène. Alors après, quel antigène? Ça, c'est les papiers suivants. Ok, du coup, je finis un petit peu ici sur ces conclusions. C'est qu'il y a beaucoup de NK, pardon. Ah, ah, beaucoup de NK dans les glandes salivaires. Et donc ça, c'est le système immunitaire un peu bizarre. Et les lymphocytes CD8, en fait, ils ne sont pas du tout naïfs, comme on peut les voir ailleurs, mais ils ont un phénotype un peu particulier qui les rend susceptibles en fait, aux anti-PD-1, PD-L1.
Et donc, c'est pour ça qu'on on a pas mal de. Enfin, je sais pas si c'est pour ça. Mais en tout cas, les NK qui sont. Il y a une grosse proportion de NK dans les glandes salivaires. Et c'est assez intéressant de penser. Bah, on pense souvent aux NK comme des cellules qui tuent les cellules qui sont infectées ou cancer qui downregulate le class 1. Mais en fait, ils ont aussi un rôle de régulation à travers le PD1, PDL1 axis. Donc, ça étend un petit peu le rôle des NK. Les CD8 dans le PD-1 knockout, il faut faire attention. On pourrait se dire, ah, en fait, c'est des cellules qui sont plus épuisées ou je sais pas quoi. Mais en fait, même si elles expriment PD-1, on a vu que c'était assez proche des TRM. Mais en fait, ces cellules, faut absolument pas faire bon, c'est peut-être clair pour tout le monde, mais j'aime bien rajouter ça, c'est que PD-1, c'est pas du tout un synonyme de exhaustion. PD-1, c'est un marqueur enfin, c'est une protéine qui est surexprimée quand il y a le TCR activation, que ce soit aigu, mais en fait, il y a une sorte de sustained expression quand l'antigène est présent dans ces cellules que les gens appellent exhausted, et qui vient en général avec la co-expression aussi d'autres checkpoint blockade. Bon, la question qui reste ouverte, c'est quel est l'antigène que ces CD8 reconnaissent dans la glande salivaire, s'il y en a un. Est-ce que ça peut être, je sais pas, un microbe, un virus, un virus endogène, un self-antigène? C'est vraiment la question, elle est ouverte. Et finalement, est-ce qu'il y a un rapport avec les maladies auto-immunes comme le Sjögren? Ça, c'est peut-être que vous avez plus d'idées là-dessus. Est-ce que ce mécanisme pourrait être aussi important dans d'autres tissus que la glande salivaire? Ça, c'est un peu moins clair, ça serait intéressant de regarder, mais ça. Ok. Bon, je vais m'arrêter là, après je vais 12 slides, mais je crois que ça suffit. Et, bah, écoute, merci beaucoup pour cette super présentation de la seconde partie. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Sinon, moi, j'en ai pas mal, effectivement, pour discuter. François-Xavier, est-ce que tu voulais commencer? D'abord, merci beaucoup, David, d'avoir accepté de participer. En plus, je trouve que c'était vraiment hyper intéressant de recommencer, parce que on rouvre la saison des séances de biblio transimmuno par ton intervention. Et je trouvais vraiment que c'était vraiment un mode. Parce que vous avez fait, moi, je reste bluffé par l'effort colossal d'analyse des lymphocytes T dans différents tissus provenant de différents modèles murins. Enfin, c'est génial. Donc, bravo encore une fois. Et ça rentre vraiment dans ce qui nous intéresse dans le cadre de la biblio. Donc, j'espère même qu'on vous envoie les invitations et que si vous pouvez participer, Ouais, ça serait vraiment génial. Bon, non, moi, ma question, c'était, je serais curieux parce que je suis vraiment très surpris, effectivement, dans le modèle Knockout pour PD1, que Mhm. vous voyez, c'est vraiment cette différence qui semble être plus accentuée dans les glandes salivaires et un peu les reins. Ouais. Dans mon souvenir, dans les papiers Princeps des lésions de PD1 dans les souris là, en 99 ou 2000, je ne sais plus exactement, il y avait quand même une infiltration de lymphocytes T, dans les tissus, dans le cœur, dans les tissus digestifs, etc. Et Ouais. du coup, je me demandais si vous aviez quand même observé voilà, des Ah bah, différences dans Knockout dans les cœurs et dans le Dige, parce qu'ils ne sont pas dans vos plots. Voilà. non, ils sont pas dans les plots. Ça, je pense. Bon, ils ont regardé, mais je pense que ça, du coup, ça avait déjà été publié, etc. Je pense que c'est toujours là. Et c'est juste ils l'ont pas montré parce que ils n'ont pas voulu publier. Mais je pense que tu as raison, c'est là. Moi, je pense qu'il y a une question aussi à quel âge. Je me souviens plus à Ah quel âge oui, ces souris. Je pense que c'est ça ça. peut jouer en cours aussi. Mais oui, je pense que tu as raison. C'est pas l'idée, je pense, c'était pas de dire que c'est vraiment que dans la glande salivaire dans ce contexte-là. Je pense que c'est un contexte beaucoup plus systémique. En tout cas, c'est vrai que Ah, la différence, elle est intéressante. Enfin, c'est vraiment majeur, quoi. C'est marrant, c'est vrai c'est qu'elle est intéressant. majeure. Hmm. Mais je pense qu'il doit y avoir un problème de timing aussi. Enfin, pas un problème, mais je pense que ça doit dépendre aussi de l'âge de la souris. Il me semblait, peut-être tu connais peut-être mieux ça que moi, mais je crois que les PD-1 knockout, en général, elles commencent à pas être très bien après 6 mois, un an, non? Un truc comme ça, non? C'est pas assez Ben, jeune, non? non, moi, je sais pas, mais c'est vrai que je me souviens par rapport aux entités LACAT, dans les modèles murins qui étaient explosifs, il me semble qu'effectivement, il y a une question de délai comme ça. Mais je sais Ouais. pas le délai, personnellement. Ouais, les CT et la 4, elles sont mal barrées parce que du coup, les T-Regs sont pas là, donc elles meurent assez rapidement.
Ouais, mais les PD-1, je crois que c'est 6 mois à 1 an. Ouais. Ok. Ce Et qui là, avait été publié dans le cœur, c'était qu'il fallait un CTLA4 hétérozygote pour avoir le phénotype, le fameux super papier là, qui était dans Nature sur l'alpha-myosine, là, qui était donc un antigène qui a été découvert comme étant dans la tumeur et avec un antigène mimicry dans le cœur. Ils avaient utilisé un modèle de PD1 un KO plus CTLA4 pour montrer le phénotype cardiaque clinique. C'est ça, hein? Ouais. Ouais, Donc ça, c'est bien. il y a besoin du double si tu veux vraiment reproduire éventuellement des toxicités qui sont suffisamment rapides, on va dire, pour être utilisables dans un modèle murin. Faut le double le Mhm. KO. Et effectivement, c'était la 4, il faut qu'il soit hétérozygote, sinon il soit humain. Ouais. Et non, bah écoute, c'est super intéressant de voir un petit peu ça. Et je me demandais donc, euh, très intéressant la partie Grand Zimca, effectivement la maladie de Sjögren. Bon, c'est, on est un labo très lymphocyte B et il y a quand même chez Ok. l'homme une infiltration qui est de manière prédominante au lymphocyte B. Et ce qui est intéressant, c'est que quand quand on regarde les toxicités salivaires de l'immunothérapie, on inverse Ouais. l'infiltrat et on a plutôt une prédominance lymphocyte RT, ce qui est assez Ah, logique, hein, et ce qui va assez bien avec ce que tu racontes. ok. Et ce qui est très intéressant en plus, c'est que malgré donc, beaucoup de focus à la fois sur les thérapies, sur la compréhension de la physiopathologie, sur le lymphocyte B, émerge depuis récemment ce que tu as mis dans ta dernière diapo, c'est-à-dire l'intérêt de TRM, éventuellement CD103, dont on ne sait pas très bien s'ils sont enrichis dans les Sjögren ou pas, et Mhm. aussi de lymphocyte T grand Zimca, là, c'est donc euh, c'est Blake Ouais. Warner qui est un pathologiste qui est au NIH qui a fait ça. Le papier est toujours sur BioArchive aux dernières nouvelles, mais donc qui regarde un caractère assez cytotoxique de lymphocytes qui serait toxique pour l'épithélium salivaire et aurait un rôle vraiment destructeur dans les acinies, qui sont les zones qui produisent la Ah salive, oui. Ok. alors que les lymphocytes B auraient plutôt un rôle dans les canaux ductales avec un infiltrat périductal Mhm. qui boucherait les canaux, tu vois. Donc en fait, si on résumait un peu la physiopathe semble être se dessiner sur les lymphocytes T, elles auraient ce rôle de patrouilleur de lutte anti-infectieuse, à mon avis, hein, Ouais, c'est ça. Oui. qui Ouais. est écrit, mais elles pourraient devenir pathologiques dans le contract de la maladie en s'attaquant aux cellules épithéliales dans les acides. Ouais. Et donc vraiment, c'est pour ça que je trouve ça passionnant, parce que enfin, nous aussi, on est très excités, on a toujours été très excités par ce que tu dis, c'est-à-dire, est-ce que les toxicités de l'immunothérapie peuvent nous faire mieux comprendre la physiopathologie de la maladie? Le concept qu'on pousse, et quand même beaucoup de gens sont assez d'accord, de dire que c'est pas une maladie auto-immune, parce que c'est assez différent du phénotype immunologique et clinique de ce qu'on observe dans les maladies auto-immunes, dans lesquelles il y a des auto-anticorps qu'on ne trouve pas dans les Tu veux dire toxicités. spontané, maladie Ouais, auto-immune spontanée. spontané, exactement. Et donc, en fait, probablement que ça joue sur peut-être une partie des mécanismes, mais plutôt sur lymphocyte RT, et donc ça peut quand même mettre le focus sur ce genre de mécanismes qui ont peut-être été un peu sous-étudiés, puisque les Ouais. lymphocytes T ont été quand même un peu le parent pauvre de l'étude dans les maladies auto-immunes puisque bah, beaucoup de gens sont intéressés aux anticorps, aux auto-anticorps qui ont été quand même assez poussés en avant, voilà. Mhm. Donc ça, c'est super intéressant. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez regardé, j'ai pas vu dans le papier, il me semble, le flux salivaire, mais ça aurait été intéressant de voir, est-ce que vous avez, je sais que nous, on se casse beaucoup les dents hein, là-dessus sur vos souris, mais est-ce que vous avez vu une altération de la sécrétion salivaire, tu vois, chez les Ah oui. souris? Ça, je les ai poussés pour faire ça, Ouais, pour avoir une sorte une sorte de fonction de la glande salivaire. ouais, Ouais, ils savaient pas trop comment le faire, et puis c'est vrai que ça a pas l'air très facile, du coup, ils l'ont pas trop fait, quoi. ouais. Non, c'est pas très facile, effectivement, on se casse Euh, facilement les dents, mais bon, si c'est des choses qui t'intéressent, si vous les- êtes encore Vous là-dessus. savez, les gens, ils font quoi pour ça ou... Ouais, en fait, tu injectes de la pilocarpine Ouais, ok. qui est un agonisme
qui fait sécréter de la salive. C'est un médicament qu'on utilise chez Ah bah l'homme oui. dans la maladie de Sjögren. Ouais, Le problème, c'est que ça a tendance, dans nos mains, aux doses qui sont publiées dans la littérature, ça a tendance tu à veux la souris. avoir un effet très bradicardisant et à tuer un peu les souris. Ok. Donc nous, on a mis au moins, si c'est des choses que tu veux faire en suivi, on a mis au Ouais. point, nous, des protocoles pour essayer de garder les souris vivantes après. Ah ok, ok. Pas Ah bah, tu sais quoi, je leur en parlerai si jamais ça les intéresse de faire ça. Et puis je les mettrai en contact. C'est vrai que c'est Non, un mais truc, je c'est pense que étonnant que ça, dans le papier, ils ne l'aient pas demandé. ouais. Ce qui est très Donc, rigolo, ce serait de regarder ça dans des. Nous, on a des glandes banquées. On n'en a pas, en tout cas. On n'a pas fait de. de Et souris, tu veux dire, ou d'humain? humaine. Humaine. Oui, alors tiens, bah, si vous voulez parler un petit peu de l'humain, parce que moi, mon labo, il fait un petit peu d'autres choses aussi. Bon, déjà, enfin, je trouvais ça, c'était assez intéressant. Je sais pas à quel point vous utilisez ce concept ou pas. Je me souviens, à un certain moment, je me demandais, c'est quoi les cellules immunitaires qu'on voyait dans la salive? Ah, doivent venir là quelque part, hein. Et vous savez si les gens dans votre domaine, ils utilisent la salive pour essayer de profiler les lymphocytes et tout ça? Et du Non, coup, pas ça évite trop. de faire des biopsies, un petit coup de Pas salive, trop. et ces lymphocytes, ils viennent de quelque part, hein. Mm. Donc, à mon avis, ils viennent de. Je me demande s'ils viennent pas des glandes salivaires et qui passent dans les canaux avec tout le reste. Non, on n'a pas trop fait ça, mais je pense que ce qui serait bien, ce serait de le faire dans. Parce que tu as quand même, tu vois, dans l'amygdale, tu as quand même d'autres un peu plus bas, tu as beaucoup de lymphocytes B et tout ça, mais ce serait bien de les canuler, effectivement, de Ouais. canuler les canaux salivaires et de récupérer de la salive dont on est sûr qu'elle n'est pas contaminée avec d'autres cellules immunitaires qui viennent d'ailleurs dans la bouche. Mais effectivement, c'est pas des trucs qu'on a fait beaucoup. Et Bah, même comme tu dis, avec un petit peu de pilocarpine pour sécréter la salive, mm, ouais, il y a quand même 1000 cellules par microlitre de salive, hein, c'est pas rien, hein. ouais, ouais. Bon, bref, Parce qu'elles viennent c'est toutes une de idée. la glande salivaire, mais effectivement, c'est. Et puis nous, on a aussi on a Ouais, conservé des échantillons congelés. ouais. De- Alors, tiens, mais d'ailleurs, pour ça, c'est vrai que nous, dans le labo, c'est vrai qu'on on essaie de partir des maladies humaines en particulier. Et ce qu'en fait, ce qu'on fait pas mal maintenant, c'est bon, on fait du single cell, mais on fait surtout du spatial transcriptomics. Et je pense que ça, par exemple, si on a s'il y a des archives de. Ben, c'est pour ça, ouais. Ouais, Ça, on on pourrait en pourrait discuter si ça vous intéresse. vous Là, en donner. Ah ouais. du coup, on fait pas mal ça, mais on fait ça dans les cellules. Enfin, on a fait ça dans le côlon. Bon, j'en ai pas parlé aujourd'hui. Enfin, on n'a pas fini, hein. Mais là, on se retrouve avec le single cell et puis on peut voir exactement où est-ce qu'elles étaient, les interactions cellulaires, etc., etc. Donc ça pourrait être assez intéressant, ouais. Super Hélène, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres Hélène, questions? On va laisser un peu il y a les Hélène questions qui. à l'audience pour pas monopoliser la parole. Il y a Hélène qui voulait parler. Bonjour, merci pour cette discussion. Vous m'entendez? Oui, 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 Oui. très bien. J'avoue n'avoir pas vu le papier passer, donc je suis contente d'en entendre parler. Euh, Si j'ai bien compris, quand vous faites le knockout de PD1, vous avez une augmentation de l'expression des transcrits quand même, hein, c'est ça? Oui, 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 exact. Et est-ce qu'il y a d'autres marqueurs comme PDL1 qui bougent? Oui, Est-ce oui, que ça fait une loupe en fait? exactement, oui. Oui, il y en a d'autres. Il y a TIGIT, en particulier, je crois qu'il y avait quand même un peu de tox, etc. Il y a tout cela, en fait. Ok. Non, en fait, en fait, ce qui se passe, moi, l'interprétation que j'en ai, c'est qu'il y a ces cellules qui ne sont pas inhibées par PDL1, et du coup, qui se retrouvent de façon assez chronique activées. Et là, on se retrouve à essayer les cellules essaient quand même d'activer des feedbacks négatifs Mhm. pour limiter leur activation. Bon, c'est pas très efficace parce qu'il n'y a pas PD-1 actif, mais il y a TIGIT et ces autres-là qui arrivent. Et est-ce que vous avez vous avez Ouais. traité avec un anticorps anti-PDL1, c'est ça? La plupart des expériences sont faites avec les PD-1 knockout, mais avec le PDL1, il y a, en tout cas, on reproduit le même phénotype cellulaire. On n'a pas fait le séquençage, mais le même phénotype cellulaire. C'est-à-dire une augmentation des transcrits de PD1. Donc, ça veut dire une augmentation euh, une augmente, Ça, c'est spécifiquement dans les NK, c'est ça? non, PD-1, ça sera dans les T-cells, PDL1, ça sera dans les NK.
Non, mais je crois que dans le papier, tu as raison, je crois qu'en fait, on voit une augmentation. Il me semble qu'ils ont regardé l'expression de PD-1 dans les CD8 après PD-L1, et il me semble C'est il y a ça. l'augmentation de protéines aussi. C'était ça ma question. Ouais. Et je crois qu'il y a l'augmentation de la protéine aussi. Ok, ce serait dans le papier le même en fait. Ok. Oui, c'est dans le même papier, il faudrait vérifier, parce que ça, j'avoue, c'était. Ok, donc en fait, l'inactivation de PDL1 agit sur la transcription de PD1 dans vos manips. Ouais, ouais. Et pas de. Ouais, alors vous avez vu TIGIT, mais ça c'est dans le cas de le knockout de PD1. Mais dans le cas du knockout de PDL1, enfin blockade, est-ce que Moi, ça agit sur CTLA4 ou d'autres marqueurs je de. pense que oui, hein. Enfin, je crois, ils n'ont pas regardé, mais je, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a tout le feedback, hein, qui est réactivé. Il doit y avoir CTLA4, Ok. LAC3 et tout ça, quoi. Mhm. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Hélène pour vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, on arrive un petit peu à la fin de l'horaire prévu. Ok, non, merci beaucoup, hein. Louis, t'es là encore ou Ouais, Ouais, ça va? ouais, ça va. Je viens juste de me connecter, sorry, j'ai zappé. Non, c'est pas. Ok, bon, je te rappelle à un autre moment. Ok. Bah, Bon, écoute, bah écoute, encore merci beaucoup David pour ta présentation. On se tient en contact pour des collabs. Je t'envoie un mail, ouais, ça serait intéressant, et surtout que les trucs avec les maladies, les tissus, etc. J'aimerais bien continuer de creuser ça avec vous. Ça serait sympa. Et donc, je vous remercie à tous donc, pour votre participation. Je voulais vous rappeler qu'on se retrouve le 20 novembre avec Lucas Blanchard qui nous parlera de vellules endothéliales et d'entrée de lymphocytes dans les tumeurs liées avec traitement par immunothérapie. Pour vous dire aussi que n'hésitez pas à vous signaler pour faire des présentations donc on a, à partir de janvier, on cherche des gens pour continuer à animer ces choses-là. Et puis je laisse peut-être le dernier mot je remercie à nouveau Myriam pour l'organisation. On a été jusqu'à 25 connectés en même temps, si j'ai bien suivi, donc c'est toujours un beau succès. Et François-Xavier, si tu veux terminer, vas-y. Ah non, tu as tout dit, Samuel, mais en tout cas, c'était encore une super session. Merci David, merci Samuel, merci Myriam, et on pourrait essayer de vous retrouver le 20 novembre. Merci à Et tous. David, avec plaisir pour continuer à participer. Je pense que vraiment, enfin, si vous pouvez toujours participer ou si tu peux participer, parce que vraiment le travail accompli est massif et ça peut être super intéressant. Je ne sais pas si on a discuté avec Samuel, mais en gros, l'idée, c'est vraiment on s'intéresse vraiment à l'immunopathologie. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'inviter le maximum de gens qui veulent présenter leurs travaux, même Ouais. des papiers qui les intéressent, dans différents champs de l'infection chronique, de la maladie auto-immune et du cancer. Donc, vraiment, tout Ouais, ce je que suis d'accord. ça pourrait vraiment être très, très intéressant. Merci encore de m'avoir invité. Et puis, bah oui, on se tient au courant, de toute façon. À bientôt. À bientôt. Ah, Oui.